La guerre contre la drogue se joue au quotidien partout en France. Direction Valence. Ce jour-là, le commissariat reçoit un appel anonyme des plus surprenants. Un informateur prévient la police que des trafiquants vont passer le soir même avec près de 160 kilos de cannabis. Oui, bonjour. C'est un renseignement d'un chargement qui arrive d'Espagne là. Là vous êtes sur police secours, monsieur, c'est une ligne d'urgence, c'est pas pour les renseignements. 160 kilos de shit pour vous, c'est pas urgent. Attendez, vous ne quittez pas, hein. Je vais chercher quelqu'un qui s'occupe des stupes. Le commissaire Mermet écoute dans les moindres détails les informations données par la voix anonyme. La voiture c'est quoi? C'est voiture volée dans le Audi A4. Le Audi A4 volé? Tu rouvres quoi? La 4 avec quelle couleur? Noir. Et c'est où dans la voiture? C'est où c'est? Pas encore. D'accord, tout simplement. Ouais. Bon, maintenant, il faut voir la véracité de ses propos, hein, mais ça vaut le coup quand même de mettre en place un dispositif parce qu'on ne peut pas laisser passer 160 kilos de résine de cannabis qui remonterait d'Espagne sur Valence. À la tombée de la nuit, la planque s'organise. Une vingtaine de policiers se déploient discrètement à la sortie de l'autoroute A6. Difficulté de l'opération, l'autoroute A6 a 2 sorties et personne ne sait où les trafiquants comptent passer la marchandise. Des policiers se cachent dans des cabines de péage. D'autres attendent en voiture pour prendre les dealers en filature. Seule indication, une Citroën C5 ouvre la route au convoi de la drogue. Et là, quand on va voir passer la voiture, et dedans, il y aura du produit normalement. Ouais. Après, est-ce que ça se fera ce soir? Demain? Pour l'instant, on ne sait pas. Planquée dans un talus avec l'un de ses hommes, la jeune commissaire aperçoit une voiture de type Citroën. Elle prévient tout le monde. Murex 2 de Murex 42. Vous avez vu le C5 là? Alternatif, encore un couple d'une 50 d'années. Ok, bien reçu. Les policiers attendent une bonne partie de la nuit, mais rien ne se passe. Faux tuyaux ou manœuvre de diversion pour les trafiquants. À 3 h du matin, la brigade lève le camp. Bon, on lève, hein? On se retrouve au commissariat? Le lendemain matin, l'indicateur anonyme n'abandonne pas la partie. Il rappelle le commissariat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, vous avez appelé pour un renseignement là. Ouais, le partage a été effectué déjà ou pas? Non, pas encore. Il serait parti ça où? Au bourg. Au bourg. Vous êtes dans une cabine, non? Ouais. Je vois le mec qui est dans la cabine pour les 160 kilos à la carrière, on va essayer de voir. Depuis la veille, les hommes des stupes se posent des questions sur ce mystérieux informateur. La cabine d'où sont passés les appels est localisée. 2 policiers, suivis par notre caméraman, partent en trombe pour essayer de le serrer. Maintenant, moi j'ai donné une personne dans le lot que j'aime pas. Ouais, qui s'appelle. Ok. Fais souvent ce genre de retour là? Avec du produit? Tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je vous dis, je peux m'assurer moi que tout est chez lui. Et là-bas, vous allez savoir où il est précisément, où il le planque. Ah, il a une petite maison, un petit pavillon, un jardin. Alors Dominique va essayer de le tenir 5-10 minutes pour puisse arriver. Et vous savez quelle cabine c'est? Ouais, on sait quelle cabine, c'est la même cabine que la dernière fois. Bon, nous, c'est ce que je vous propose, je vous donne le renseignement avant que je décolle, pour la route, et une fois qu'on est arrivé, je vous appelle. C'est bon. Elle doit être en face là-bas. Ouais. Il y a un mec dans la cabine en face. On pourrait se voir? Non? Est-ce qu'on peut... Ah merde, ça a coupé. Il a dû voir une voiture qui arrivait à fond, quoi. Donc ça a dû un petit peu le tarabuster et je pense qu'il a coupé pour ça. La drogue serait bel et bien arrivée. Le correspondant donne le lieu et l'heure du partage. Les stupes vont repartir en planque en espérant que l'individu rappelle. On va aller faire un petit repérage d'eux. Par contre, si le mec il rappelle, je peux dire qu'il t'appelle toi. Qu'est-ce que tu veux que j'essaye de... Essayer de le rassurer surtout plus, parce que les tuyaux ils sont bons. Hein. Le tout c'est de... Comment t'en es sûr maintenant? Elle est persuadée? Enfin, ouais, à mon avis oui. Mais bon, après, pourquoi il me dirait ça sinon? Dans une camionnette banalisée, 4 policiers surveillent le domicile du présumé trafiquant. Pas évident de passer inaperçu, même dissimulé derrière des vitres miroirs. Par contre, on peut se mettre la poubelle. Je voudrais que tu me mettes dans la poubelle. Comme Thierry Hermite dans les Rires pour 2. Si il n'y a plus de place poubelle, tu restes dans le camion. Au même moment, l'informateur anonyme rappelle le commissariat. Et où? Il est où? Il a raccroché, il a pas pu... voilà ce qu'il m'a dit. Hein? Donc, tu peux le... Ouais, sur le 17 là. Alors il m'a dit qu'il s'était au box à 11h. C'est enregistré là? Oui, il est en train de faire le partage. Qui est monté donc à 2 voitures sur Cré, sur le quartier Sainte-Anne. Donc c'est un petit lotissement. Et il y aura une Peugeot 405 et une Clio rouge. Il n'a pas les plaques d'immatriculation. D'accord. Bonjour. Tu me donnes le portable des stupes?
Ouais, donc le gars vient de rappeler. Je suis descendu, mais il n'avait pas le temps, il a raccroché. Par contre, je suis en train d'écouter là en parallèle, hein, c'est important. Le partage aurait été fait et il se dirige sur Cré avec une 405 et une Clio rouge. J'y arrive, ok. 405. Voilà, une 405 et une Clio rouge. Ok, merci. Il faut que ça pète. Le commissaire Mermet et des policiers supplémentaires partent en renfort. Un seul objectif désormais, interpeller les passeurs et leurs marchandises. Ça sera l'échange entre 40 et 60 kilos. Donc ils auraient 2 véhicules. Une rouge et une 306. Au téléphone, l'indicateur décrit les voitures des dealers. Il précise également le nom du pilote d'une 306 grise. À ce moment-là, il arrive une chose incroyable. Une voiture les dépasse, c'est une 306 grise conduite par un homme. Clémence Mermet demande l'identification de son propriétaire. Oui, c'est Clémence Mermet. Ouais, vous pouvez m'identifier une voiture, 85, whisky 26. La jeune femme n'en revient pas. Merci. Ouais, merci. Putain, c'est énorme ton son derrière lui. J'espère qu'il n'a pas vu mon gilet. On sait que lui, c'était a priori le conducteur de l'Audi A4 break noir, voilà, qui revenait d'Espagne. Allô? Allô? Oui, Clémence Mermet là. On était derrière Aldana, il est sur une route qui longe la Drôme, et nous, on le suit un peu en floche de loin. D'accord, à tout à l'heure. Il est où? Sophie, je t'arrive. Patrick a raison, l'homme se méfie. Il multiplie, comme on dit, les coups de sécurité. D'ailleurs, il fait brusquement demi-tour. On est grillé, vous avez vu? J'ai fait des coups de sécurité. Il faut peut-être qu'on se plante quelque part et qu'on arrête de bouger là, parce que si on fasse 15 fois, on va... Allô? Ouais, c'est Clémence là. Il est en train de faire plein de coups de sécurité là. Il tourne de partout, donc nous on se planque, on arrête et pour pas qu'il nous repère. Donc manifestement, je pense que l'autre voiture va pas tarder à arriver. Hein. T'es en train de filles de chez, il a compris. Il va dans le tour. Il fait des tours. Ouais, je pense. Il fait un coup de sécurité. Il faut pas qu'il reste. Hey. Même la position du sous-marin est devenue périlleuse. Dominique trouve un autre point de surveillance. Un verger donne justement sur la maison de l'homme qu'ils attendent. Ils sont bien installés et pourtant leur journée tourne court. Leur chef les appelle pour leur donner une nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue dans leur vie de policier. Non, qu'est-ce que tu racontes? Il s'est constitué prisonnier comment? C'est quoi ce connerie? Ouais, ok. C'est Patrick qui vient de m'appeler. Alors je sais pas si c'est une connerie, mais c'est une grosse connerie. Vas-y, c'est constitué prisonnier. Ton père de Claude Bruni. On se rejoint à la moto. Ah si c'est ça, j'y comprends plus rien. Merde. Eh ben, Elle vient de m'appeler, elle dit le gars était devant le commissariat, il est venu me chercher. Je parlais à quelqu'un des stupes avec là de l'entendre. Je dis où c'est vidéo gag ou... Ce n'est pas une caméra cachée. Se sentant surveillé, l'individu s'est présenté au commissariat de Valence. Il a même insisté pour être interpellé et menotté dans la rue. Les policiers s'interrogent sur ce comportement étrange. ce matin il a remarqué la voiture, la 307. Enfin, il sait qu'on est sur son cul, quoi. Moralité, il s'est livré parce qu'il veut pas... Il s'est livré, alors il est prêt à balancer des trucs. En contrepartie, il veut savoir qui balance. D'accord. Alors, il va falloir discuter, les gars. Mais bon, il est à la maison. Bonjour. Bon, on va discuter un peu. Tu connais pas un peu des mecs de Valence qui seraient un peu dans le trafico? De quoi tu peux nous parler un peu? Je vais vous dire, lui, son frère qui lui donne son grand frère. De l'euro, lui? Ouais, lui, il fait que de l'euro. Rarement, il va faire du shit. Ça, c'est un rebondissement parce qu'au fait, on retombe sur des renseignements qu'on avait dans le cadre de notre CA. Donc, enfin, ça confirme des éléments qu'on a vus. Notamment, par ce biais-là, on identifie un mec qui est en relation avec un des cas qu'on a sous surveillance. Les noms cités par leurs interlocuteurs sont bien connus des stupes. Ils apparaissent en effet dans un énorme dossier en cours. Grande interrogation des policiers. Et si le jeune homme s'était rendu pour tenter de savoir où en est l'enquête de la police dans ce dossier-là? Il ne faut pas qu'il sente qu'on est intéressé par ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est en train de rentrer en plein mille dans le dossier qui est en cours. Et ce mec-là, il n'est pas là par hasard. C'est obligé. Bon, écoute, on se tient au courant? Ça marche? Ça te va? Ok? Faute de trafiquants et de cannabis, on n'entendra plus jamais parler de ce client-là. Les policiers ne veulent pas mettre en danger l'opération en cours, bien plus importante que ces 160 kilos de shit. Retour à Montpellier. Les affaires de stupéfiants demandent des semaines, voire des mois d'enquête pour remonter à la tête d'un trafic. Et les écoutes téléphoniques sont indispensables. Ah ok, bon, je vais prévenir la famille. Des heures de bande à décrypter chaque jour, des conversations souvent anodines, sauf pour les policiers. Oui, je suis chez moi, mais... Voilà, je comprends pas ça, ok? Oui, ça marche.
Il y a quelque chose qui vous interpelle là. Parce que le thé, le café, souvent le thé, c'est de l'herbe, hein, c'est ce que je disais, et le café, c'est souvent du shit. Oui, je suis chez moi, mais pas de café. Voilà, je comprends pas faire. Elle va peut-être vraiment boire le café. Non. Je pense pas, du tout. Ah, peut-être elle boira le café, oui, ça, elle boira peut-être le café. Non, elle va servir. Que c'est pas... Elle va servir parce que c'est des gens qui reviennent souvent. C'est des écoutes qui reviennent tout souvent. C'est l'habitude. Au bout d'un moment, on a l'habitude de les entendre, de les écouter, leurs termes, leur façon de faire. Les mots cannabis, cocaïne ou héroïne ne sont jamais prononcés. Tout est codé. Eh ben, je t'appelais par rapport à ce qu'on disait l'autre jour, là. Faudrait qu'on fasse un petit apéro, là. Moi, le col, c'est un peu l'apéro, celui-là. Des fois, c'est l'apéro, des fois, c'est je viens voir ton scooter. Ce que je veux dire, dans 20 minutes, t'es chez toi? Dans 20 minutes? Ouais, c'est bon. Ça marche. Ok, bah écoute, je vais voir l'apéro. Ah, là, j'adore. Et quelle heure sur le deuxième appel, là, pour aller voir 16h, le premier appel, c'est 15h, voilà. Donc à 16h. Alors je viens d'habitude, on boit souvent l'apéro, mais là, je vais vous dire, il va finir ivre à la fin de la journée, quoi. À ce rythme-là, quand vous avez 15 apéros par jour, faut tenir le coup, quoi. 2 voitures de la BAC partent à sa recherche. Il est peut-être chez lui, c'est peut-être effectivement sa nana qui circule. Faut vérifier, ouais. La voiture de sa femme est repérée au centre-ville. Les policiers savent que le suspect emprunte souvent le véhicule. Ouais, si on tombe sur la gonzesse au volant, on laisse tomber correct. Ok, elle est là. Baisse tout. Ouais, David, véhicule visuel stationné du Somberfort. Devant la clinique. Reçu. C'est un mec ou pas? Ouais. Alors on sait, au revoir. C'est bien le dealer qui est au volant de la voiture. Le trafiquant ne manifeste aucune surprise et ne dit pas un mot lors de son interpellation. C'est bien lui? Oui. Déjà tombé pour des affaires de vol et de recel, l'homme n'est pas impressionné par les policiers. Et l'autre adresse, c'est celle de Calvenu. Montez-moi directement en prison, c'est mieux. Et ça t'arrivera pas plus, hein? Mais je serais mieux là-bas que de vous voir emmerder des petits jeunes comme nous, qu'on n'est pas Pablo Escobar, hein, on fume 2-3 pétards par-ci par-là, on est plus des consommateurs qu'autre chose, et les vrais trafiquants, on les laisse tranquilles. C'est tout. On va commencer par toi, puis les trafiquants, on verra après. Ouais, non, mais attendez. C'est-à-dire, c'est nous qu'on doit dire qui c'est les trafiquants comme ça. Nous, on se fait tuer, vous avez votre bon boulot, et vous êtes contents. Non, c'est pas facile. Si t'es pas content, tu rentres dans les bonbons, tu rentres dans la carte. Moi, je vends pas de cam. Je vends pas de cam. Et à erreur sur la personne. C'est ça quand il explique que lui, il est juste pas trafiquant. Oui, il a l'air d'être sincère. Ceux qui ont des gros Mercedes et qu'on sait tous qui c'est qui fait quoi. Vas-y, quand tu parles plus, et tu parleras quand on te posera les questions. Vous avez des preuves, non? Vous n'êtes pas que le consommateur? Ah, bah, c'est-à-dire que s'il n'y en avait pas de preuves, il serait pas en garde à vue pour trafic de stupes. 2 heures. Moment clé de l'enquête, la perquisition du domicile. Le dealer vit avec sa compagne et son bébé de 9 mois. Les policiers y vont en douceur. Bonjour, c'est la police. Hein. Est-ce que vous avez vu des grosses quantités ici? Non. Jamais? Rappelez-vous une chose. Oui. Trafic de stupéfiants, c'est 10 ans de prison. D'accord. D'accord. Si en plus c'est nous qui trouvons et que c'est pas vous qui trouvez, Désolé, franchement. moi il n'y a pas de problème. Il y a quoi là dans les paquets de bonbons? Ça c'est de l'air. Ça vaut combien le gramme? De l'heure, c'est combien? On était 6 €. Et là, il y a combien de grammes à peu près dans les deux? 200 grammes de boîte, 150. Pourquoi le pesant? C'est pour pourquoi un pesant? Je sais pas. Moi je pèse la farine avec. Et toi tu pèses quoi avec? Moi je pèse de l'herbe. Tu pèses de l'herbe. Ça c'est pour faire pousser? À la base. Ah, à la base. Ça c'est des lampes qui fournissent la chaleur quand on veut faire pousser des plants de shit, de résine de cannabis dans des appartements. Ça arrive d'en trouver à cet endroit? Ça arrive d'en trouver partout. Souvent on trouve des trucs dans les chambres à bébé parce qu'ils se disent qu'on n'ira pas fouiller là-dedans. Oui. Le reste du gosse et tout, qui dort. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est pour les pieds. C'est pour les pieds? T'as des problèmes de pieds? Moi, tu as vu, je me soigne un petit peu des pieds, c'est pas joli. Soigne des pieds. Où il est là? Et là, tu sens quoi, là? Et là, tu sens la coco. Ça ressemble étrangement à de la cocaïne. Allô? C'est quoi ça? Tu as compris? Non, mais j'aimerais que tu me dises, toi, qu'est-ce que c'est?
C'est la coca. C'est la coca? C'est du speed, on va dire, mais bon, à la base, c'est pareil. Il y a combien? Quoi? En quantité? Je sais pas. Quoi? 20 grammes? Plus, 9 grammes, 9. 9? 9 grammes? Ah bah tu vois, tu sais combien il y a. C'est quand même pas normal que chaque fois on trouve quelque chose quand même. Ah putain. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça j'ai vu que c'était l'argent. C'est mes économies. C'est tes économies personnelles. Tu es sur nous. Vous avez gagné combien? Je les ai gagnés combien? Ouais. C'est notre de côté, au fur et à mesure, on va organiser des soirées, il y a pas mal. Tu fais du travail noir alors? Il y a pas mal. J'ai du travail au noir. T'as eu du travail au noir. Ça c'est la récolte de ton travail au noir. En quelque sorte. En quelque sorte. 100. 200. 300. 70, 80, 90, 100. 2120. Officiellement sans emploi, le suspect a bien du mal à expliquer la provenance de son argent. Les preuves du trafic semblent solides. J'étais dans la merde là, les gars. On va dire que j'étais dans la merde, je suis un peu plus dans la merde. C'est avant qu'il faut réfléchir, jeune homme. Vous avez un peu une idée de ce qui... Ce que je risque, je risque de perdre ma femme, mon enfant. Ça, c'est certain. La prison, c'est que ça peut jusqu'à 10 ans. Ouais, après, la prison. Vous savez, je serais même en prison que dehors. En prison, je suis nourri, logé. Dehors, j'ai pas un frein. Donc, vaut mieux que j'aille en tôle. Le suspect tente de réduire son rôle à celui d'un petit revendeur occasionnel. Mais les écoutes téléphoniques ont établi l'ampleur du trafic sur les 6 derniers mois. La moyenne, c'est ça, c'est 100 grammes par semaine depuis 6 mois à peu près. 100 grammes par semaine? Ouais, depuis 6 mois, ça fait 3 kilos. 3 kilos de cocaïne à 60 € le gramme. En 6 mois. En 6 mois. C'est un beau réseau local. Ce business a généré plus de 180 000 € pour les deux complices. Pour éviter une peine trop lourde, le revendeur rejette toutes les responsabilités sur son fournisseur. Alors, c'est tout simple. Hein. Donc lui, on lui compte qu'il achète 20 grammes de cocaïne tous les 10 jours. Et quand on lui pose la question quel est le rôle de l'ingénierie de votre trafic, il nous raconte qu'en général, c'est lui qui va chercher le produit. Je pense que c'est sur Montpellier, mais je ne sais pas où. D'accord? Ce fils de pute. C'est-à-dire que lui, pour les 20 grammes, à je sais pas combien d'euros le gramme, il te donne l'argent, vous faites l'achat groupé. Mais il dit que c'est toi qui sais où aller. C'est moi qui sais où aller. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est niqué complet, ce mec. C'est-à-dire que toi, tu fais comment? Lui, croyez-moi, que lui. Toi, tu maintiens tes déclarations. C'est un gros fils de pute. Non, mais ça, je m'en fous. Moi, ça, quand même, j'ai jamais ramené. D'accord. Bon, ça, il nous raconte des conneries. Pour toi, il raconte des conneries. Qui vous croyez, vous, là? On ne croit personne à 100%. Mais quand vous avez la parole d'un présumé dealer contre la parole d'un autre présumé dealer. C'est en fait, elles se. Ouais, voilà, les deux ont la même valeur. Donc de toute façon, c'est aussi bon d'un côté que de l'autre. Hein. Les deux ont la même valeur, c'est-à-dire aucune. Démonstration immédiate avec le trafiquant qui lui aussi met tout sur le dos de son complice. Bon, par contre, je fais un client à lui. Il est libre. Mais ça, vous ne remarquez pas sur le papier. J'ai une éthique, je sais pas dire les choses qui se disent. Tu peux avoir voilà, moi, l'étiquette d'une balance. Ouais, moi, je peux pas avoir l'étiquette d'une balance, c'est pas possible. Parce que tu fais que je suis gitan, tu fais que ça se fait pas, ça fait que toute ma famille me cracherait dessus. J'ai pas envie de faire ça, mais moi, je le dis quand même. Lui, même combien de fois, il m'a dépanné, et puis voilà. C'est lui qui me sert, c'est un culé. De toute façon, il va évoluer au fur et à mesure. Maintenant, il n'ira pas beaucoup plus loin dans ses auditions, parce qu'il espère toujours qu'il y a un doute, s'il ne connaît pas le dossier complètement. Il n'est pas bête. Je pense que vous avez des éléments dans l'enquête qui font que vous savez très bien qui il est, vous savez très bien qui je suis. Donc voilà. Vous étiez sur écoute. Bon, ouais, je sais. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais. Il ne sait pas ce qu'on a contre lui, il espère qu'on n'ait pas grand-chose, il espère sans doute qu'on n'ait que la parole de bon renard, qui est, comme on dit, qui est un revendeur, donc bon, parole qui c'est pas parole d'évangile. Donc il espère un peu s'en sortir comme ça. Moi je vous dis, moi mon truc c'est la couleur. Comment? Moi mon truc c'est l'herbe. Oui. Je fais de l'herbe, je vends de l'herbe, vous avez des installations, mon truc c'est ça. Bon, il se dit l'herbe, c'est quand même une drogue qui est moins dure, les gens n'ont pas la même perception de celui qui fume de l'herbe et celui qui prend de la cocaïne. Ça paraît moins, ça paraît moins dur, c'est ce qu'il espère. Les deux hommes ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Montpellier. 3 mois de prison ferme et 12 avec sursis pour le revendeur, remise en liberté avec 12 mois de sursis pour le père de famille. Ils ont fait appel, le procureur également. Il juge ces peines trop légères.
En matière de sanctions, quelle est la tendance en France? Est-ce qu'on va vers un durcissement? Effectivement, le trafic de drogue vu du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis ne sera pas regardé de la même façon que vu du tribunal de Niort ou de Poitiers. Tout simplement parce que dans un tribunal comme celui de Bobigny, il y a une telle abondance qu'on va avoir tendance à mettre la barre, à placer la barre un peu plus haut. Et vous avez aujourd'hui, bon, il y a une disparité des peines qui sont dispensées sur le territoire qui sont importantes, qui fait que pour la même quantité de drogue, mettons pour 20 grammes de drogue, à un point du territoire donné, vous allez vous retrouver en liberté au bout de 48 heures, et à un autre endroit, vous allez faire peut-être 6 mois de prison. En tout cas, vous allez vous retrouver en prison et vous risquez une condamnation. Mais ça, le problème, c'est que c'est la banalisation, on va dire, de la drogue dans certains coins, fait que, et puis la surabondance, surtout que les tribunaux sont tellement débordés qu'ils peuvent pas non plus remplir comme ils disent les prisons avec ce qu'ils appellent des bouletteux, c'est-à-dire des types qui sont arrêtés avec des boulettes de shit. C'est bon. Retour à Valence. Les stupes continuent les surveillances autour du réseau qu'ils veulent faire tomber. L'un des dealers revend sa marchandise au pied de la cité. Il y a déjà du monde. Dans un jardin, 2 des gars de la brigade ont trouvé un point de vue exceptionnel sur une colline en face. Aucune transaction ne peut ainsi leur échapper. Là, en fait, on se met dans la maison. Donc en fait, le vieux qui arrive au fond, c'est lui qui tourne en VTT, qui fait le chouf quand il y a des clients qui arrivent pour voir s'il n'y a pas une présence policière autour. Si je disais MFM ou Choui, elle me croirait pas. Je dirais que t'es en train de boire des coups au baram et tu veux... Patrick, je pense qu'on a un client. Là. Il y a notre objectif qui vient d'arriver et puis il y a un individu qui est en pédestre qui apparemment cherche à le voir. Il est sur la gauche, là c'est celui qui est le plus près de l'immeuble. Ok, il vient de rentrer. Donc il va chercher du produit. Ça y est, il le sort, il va où? Ok, c'est bon, il y a le deal. Le jeune policier tente maintenant d'identifier l'acheteur en le suivant ou en relevant l'immatriculation de sa voiture. Il monte dans un véhicule dans la contre-allée. Il monte dans une bagnole? Voilà, la voiture part, c'est une voiture grise. Je peux pas prendre le numéro, elle part vers vous. Ok, viens, on descend. Elle peut qu'aller vers toi si t'es dans le coin, elle est partie sur la droite. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. 44Y. Tu veux qu'on le suive un peu ou pas? Non, ça sert à rien maintenant. Allez, à tout de suite. Une vente de plus noircit le petit carnet de l'enquêteur qui, au commissariat, consigne tout sur procès-verbal. Voilà plus de 10 mois que les trafiquants sont surveillés. Des centaines d'heures d'enregistrements téléphoniques que les policiers ont été obligés de se partager, car non seulement il faut les réécouter, mais tout doit être retranscrit. Je veux dire que t'as du nouveau? Non, rien, en fait, tu peux m'entendre bien. Regarde, si on se voit tout à l'heure, je te donne un échantillon. Et tu me dis. Ouais, je te rappelle. Allez, c'est bon. Allez. Grâce à ces écoutes téléphoniques, les onzons comme ils disent, les enquêteurs des stupes de Valence ont confirmation d'une information donnée par un informateur. Très vite, ils identifient la tête du réseau, lui aussi sous surveillance. Mais discrètement, car ils ne veulent pas attirer son attention. Putain, ouais mais là, attends, on est carrément en face. Il y a des trous dans la bâche ou pas? Une fois de plus, ils trouvent une planque imprenable, juste à la sortie de la ville. Volet chambre ouverte. Hein. Là, on est face au domicile de l'objectif numéro 1 de notre affaire. Donc, il vit là, a priori, avec sa femme et puis sa petite fille. Ils sont installés aussi, oui, c'est vrai, pour la plupart, dans des zones pavillonnaires. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en place depuis pas mal de temps, quoi, on peut supposer, hein, et que leur affaire marche bien. Ils éveillent pas les soupçons, c'est aussi une belle couverture, quoi, on va dire. Dans ce genre d'enquête, les écoutes et les filatures servent à amasser le maximum d'informations. Ça permet de connaître ses habitudes, connaître un petit peu ses allées et venues, voir ses véhicules. Ah, ça bouge là-bas, t'as vu? Il monte dans la grise. Bah, il va démarrer. Quelle heure c'est, Toff? 12h40. Il part au nord. Les filatures sont l'atout majeur des stupes. Au cours d'une réunion de travail, ils visionnent le film de départ en vacances de l'un des 2 trafiquants et de sa famille. Les policiers sont allés jusqu'à Marseille. Sur cette image, on aperçoit Charlie, le grossiste de Valence.
Il faut savoir que ce gars-là est aidé dans son entreprise, on peut dire, par un entourage familial, que ce soit sa femme, sa mère, etc. Il y a du blanchiment de l'argent qui est généré par le trafic, qui transite par ces personnes-là, quoi. L'argent de la drogue est sur le point de sortir du territoire français, sous les yeux des policiers dont les envies d'arrestation sont évidentes. On s'était quand même posé le problème. On savait qu'il y avait de l'argent qui allait passer, en quelle quantité on ne sait pas. Et que... Enfin... C'est pas ça qu'on voulait arriver. Ouais, voilà, on cassait le dossier pour rien, quoi. Mais disons que d'un point de vue flic, entre guillemets, bon, tu l'as, il passe les douanes, tu sais qu'il passe, et tu sais qu'il passe pas vite, quoi. Donc ça te fout un peu les boules quand même. Mais ils doivent s'armer de patience, car ça n'est pas encore le moment. Pour l'instant, ils doivent retrouver un 4x4 flambant neuf planqué par la bande. Le but de la manœuvre, c'est de le voir repartir avec son véhicule pour voir où il va le boxer exactement. Pourquoi ? Parce que dans 15 jours, on déclenche, et dans 15 jours, ce véhicule sera saisi. Donc le but du jeu, c'est quand même de le trouver, quoi. Ça, le 24. Un père de famille de 43 ans avec un salaire de 1 300 € brut par mois. Ça fait un peu light, surtout quand il est propriétaire d'une villa, d'acheter un véhicule qui a fait 43 000 et de l'avoir payé en liquide. Là, il sort du véhicule, c'est lui, il est parti directement sur la gauche. Les véritables auteurs, ouais, c'est des mecs comme ça. Ils touchent pas aux produits, ils vendent de la mort et ils en vivent grassement comme des cochons. Il faut pas oublier que ces mecs-là, quand même, ils sont RMistes, ils touchent la CMU, ils profitent du système à mort. Ça te décourage jamais, ça. Le flic qui est rentré par conviction, il a dû faire 2 heures, après il a changé de métier, il est parti faire assistance sociale ou je sais pas. Ben. Donc le mieux, c'est qu'il garde le Touareg chez lui, ce qui fait que Laurent sera très content d'aller lui saisir de bon matin. Bonjour. 15 jours plus tard, c'est la dernière ligne droite de l'enquête. Une centaine de policiers de Valence et de Lyon prennent les consignes. Jean-Pierre Guénassien, le directeur départemental des polices, lance l'opération Tempête sur la Drôme. Le groupe d'intervention régionale, le fameux GIR, assiste les stupes. Tous les clients, c'est ça qui est important, tous les clients sont des clients revendeurs. C'est vrai que c'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, le groupe STUP, mais je pense aussi l'ensemble des collègues de la sûreté départementale, parce que c'est un bel objectif et on est fiers et j'espère qu'on va arriver à le traiter correctement. Donc merci de votre collaboration et de votre professionnalisme pour cette opération. Le lendemain, à l'aube, les hommes cagoulés du groupe d'intervention de la police nationale se préparent sur un parking, à l'abri des regards indiscrets. Des CRS sont là en renfort. Toute la sûreté de Valence participe à l'opération, à commencer par les stupes. Une 60aine d'objectifs sont ciblés. Alors, Alpha. Ouais, merci. Vous avez une radio? Ouais. Allez-y. Bon, bonne chance, les gars. Le premier groupe part vers le domicile de Charlie. L'objectif numéro 1, l'homme suspecté de gérer sa petite entreprise familiale de trafic de drogue. Bah, la suite, ce serait qu'il y ait un petit grain de sable, hein, qu'il soit pas là, ou ouais, surtout qu'il soit pas là, quoi. Parce que forcément, si on casse la maison, qu'il y a sa femme, imaginons, lui soit pas là. Vous le reverrez jamais. Ouais, il y a des chances. On va se mettre par là, tu te mets le long là. Ouais, c'est bien. Allez, on va y aller. Faut laisse passer. Une fois que vous avez pété le portail, on se met à l'arrière du bâtiment. Vas-y, hein. C'est bon? C'est bon! On passe! Attends, j'ai même. Bouge pas. Reste comme ça, tu bouges plus. T'as regardé où? T'as vu? C'est vrai. Le chef de l'opération fait le tour du propriétaire et tombe sur la femme de Charlie. Bonjour. C'est bon. Bon, on va vous notifier une mesure de garde à vue. Vous êtes en garde à vue. Pourquoi? Trafic de stupéfiants. Les hommes du GIPN font une découverte sur le rebord d'une fenêtre.
un paquet de poudre blanche. Qu'est-ce qu'il a sorti quand on est arrivé? Il a coupé sur le blanc. Quelle heure? Ouais, bah il y a 30 chances. Zéro ou quoi, certainement. C'est quoi ça? Je sais pas, vas-y. C'est quoi? Donc, un bloc compact blanc. Et il dit, je sais pas moi. Alors dans le garage, porte gauche, buffet, 2 plaquettes, résine de cannabis. Au cours de la perquisition, les policiers ont la confirmation que ce couple aux revenus modestes vit largement au-dessus de ses moyens. Non. Sur l'étagère supérieure, on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49. Il en manque un pour faire 50. 49, ça fait 980 €, ouais. C'est quoi cet argent? Je te dis la vérité. Ouais, c'est ce que je te demande. Je savais même pas que Tu la trouves, tu sais même pas que c'est là? Au moment même où le GIPN s'apprête à enfoncer la porte du domicile de Charlie, l'équipe du chef des stupes arrive dans la cité où il a constaté de nombreux trafics depuis sa cabane de jardin. C'est aussi le domicile du bras droit de Charlie. Ah, je bouge pas, hein. Non, je bouge pas. Ça y est, c'est bon, vous collectez, c'est bon. Bouge pas. Montre tes mains. C'est ton truc, mais... C'est bon, il est ok. Ça fait drôle, hein, de tomber. Parce que là, aujourd'hui, le caïd, c'est pas vous de ici. Non, voilà. Non, mais je vous le dis, moi. Vous avez fait le caïd pendant X temps dans l'immeuble, maintenant le caïd, c'est fini. Les policiers découvrent de l'argent. Beaucoup d'argent pour un garçon qui vit officiellement du RMI. Pour eux, c'est sans aucun doute l'argent de la drogue. C'est là. Dans les parties communes, les trafiquants n'ont pas eu le temps de faire le ménage. La marchandise est cachée, conditionnée dans ce qu'ils appellent des bonbonnes. Ça risque d'être de l'héroïne. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était là. Tu sais pas ce que c'est? J'habite ici, moi j'ai pas d'idée de la carte. Business is business, qu'est-ce que tu veux? Hein? Est-ce que tu as déjà pensé aux gamins qui en prenaient? C'est quoi les gamins, les gens qui en prennent pour vous? C'est de la merde, hein? Les souffrances que ça engendre, hein? Hein? Tout ça pour le pognon. Et tu vas me dire que tu crois en lui? Toi, tu crois c'est en ça. Pas la peine d'aller très loin pour interpeller un autre complice de Charlie. Il s'agit du guetteur aperçu depuis la colline au moment des trafics. Son studio est dans l'escalier voisin. L'artiste, il est où le produit? La cam. Où elle est? Il l'a laissée chez toi au moment où il la laisse maintenant. Tu te fous de ma gueule, nana? Moi, il y a 1 an que je te surveille. Tu veux finir au trou? Non. T'as quel âge? 60 ans. T'as déjà été au trou? Non. Tu vas aller te faire enculer au trou? Les enquêteurs ne laissent rien au hasard et ils doivent aussi perquisitionner les voitures des trafiquants présumés. Dans l'une d'entre elles, l'un des policiers fait une drôle de découverte. Ils n'ont pas perquisitionné. Hop, bouge pas, police, bouge pas. Bouge pas. Je vais voir tes peines. Allez, viens là. Il est là, regardez. T'as pas vu qu'il y a quelqu'un? J'ai rien fait. Allez, sors de là. C'est mon gilet en fait. On va le prendre, le gilet. Putain, mais j'ai fait quoi? Allez, mets la tête là. On va juste berger là. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Elle est au fond, c'est quoi ton nom? Mais moi, je voudrais déjà savoir pourquoi on m'embarque. J'ai rien fait, monsieur. Pourquoi on m'embarque? J'ai fait quoi, moi? J'ai fait quoi dans l'histoire? Trafic de stupes. Ouais. C'est bon, les 6 heures, on est dans les... À la même heure, assistés par des CRS, des policiers des stupes investissent l'immeuble d'un autre trafiquant présumé. L'enquêteur en charge de cette opération en a l'intime conviction. D'après les écoutes téléphoniques, le gros de la marchandise est passé par cet appartement. Je vous explique brièvement le truc. Un collègue CRS qui frappe, 2 collègues CRS qui rentrent, je suivrai avec Jean-Pierre derrière. Logiquement, il est seul, avec sa femme dans la chambre. Si ça tourne comme les 11 nous l'ont dit ce week-end, il y a 15 kilos d'euros. Seulement voilà, la drogue n'y est peut-être plus. Charlie, le chef présumé du réseau, l'a peut-être déjà caché ailleurs. Son complice va pouvoir le dire aux enquêteurs. Allez, on y va, c'est parti. Police, touche-toi, lève les mains, tiens ton chien.
Tiens-le. Pas bouger, pas Sors-le, sors-le, sors-le. Sors-le. Sortez, sors. Tiens, tu peux me serrer ça, c'est le truc là, le truc jaune, tu le serres. Oui, c'est Laurent. Allez, aussi. Objectif interpellé, pas de problème. Vous êtes franco avec nous. On n'est pas ici par hasard. On n'est pas le seul. On est le camion de la chaîne. On est là pour des stupes. Il y a du produit ici dans ton box. Ou ta cave. Ici, il y a du produit. Soit tu coopères tout de suite. Tu me dis où c'est, ça évite qu'on perde du temps. C'est mon collègue, il m'a laissé son bordel de merde. Ouais. Il est dans le garage. Dans le garage où? Là, dans le box. On va aller dans le garage. Dans le box ou dans la cave? Ben lui, il a voté de ma cave. Ouais. C'est lui qui a voté de ma cave, il y en a dans la cave. Il y en a dans la cave et dans le box. Voilà. Le garage du suspect est une véritable caverne d'Alibaba. Facho de merde. Mais le jackpot se trouve là, dans ce sac rouge. Et les policiers n'ont pas encore visité la cave. Après l'avoir fouillé, le compte est bon. Plus de 17 kilos de drogue conditionnée en savonnette, recouverte de plastique noir ou brun. Sans doute de l'héroïne, mais seuls des tests le confirmeront plus tard. Les trafiquants présumés défilent par dizaines, par ordre croissant d'importance. Messieurs, bonjour. Éparpillés dans plusieurs commissariats, ils sont aussitôt interrogés. Si tu veux qu'on règle le cas de ta femme rapidement, qu'on puisse faire en sorte qu'elle ne prenne pas ici, toi il faut que tu prennes tes patins quoi. Charlie, le chef présumé de la bande, ne lâche rien au cours de ses interrogatoires. Pour les hommes de la brigade, c'est maintenant l'heure de vérité. Il s'agit d'héroïne brune, la terrible brown sugar, le sucre brun. Voilà, donc là, ça réagit positif au brown sugar. Donc c'est l'héroïne brune. Plus de 17 kilos d'héroïne. À cette date, c'est la plus grosse prise réalisée en France par les GIR, les groupes d'intervention régionaux. L'équivalent de 425 000 €, près de 3 millions de francs. Les stupes de Valence ont enfin bouclé leur enquête. 11 mois de travail et de pression qui se terminent dans la joie et non sans une certaine émotion pour leur chef. C'est beau. À votre santé alors. Le succès de l'opération Tempête sur la Drôme mérite d'être fêté, même si pour les stupes, gagner une victoire n'est pas gagner la guerre contre les trafiquants. Notre devise au stup, on a un blason qui nous est propre, c'est Certare Protinus, ça veut dire combattre à jamais. Et ben en fait c'est ça, quoi. Si on se dit bon voilà on a gagné, en fait on a perdu, c'est une bataille sans fin. On n'y verra jamais le bout, mais c'est ce qui nous fait bander entre guillemets. Le meilleur moyen pour démanteler un réseau aujourd'hui? En fait, le problème, c'est que le premier outil de la police judiciaire, c'est l'indicateur et l'infiltration. À très haut niveau, la France s'est dotée aujourd'hui des moyens d'infiltrer les réseaux. Donc de transformer des fonctionnaires en trafiquants, de les couvrir et d'en faire des agents undercover. Ça n'existait pas en France jusqu'à présent. Aujourd'hui, on peut. Ça, c'est le haut de gamme, on va dire. Hein. C'est ce qui permet de démonter de grands réseaux internationaux. Mais à côté de ça, au jour le jour, comment est-ce que vous croyez que la police travaille en Seine-Saint-Denis ou ailleurs? C'est assez simple. On va couvrir un petit indicateur qui on va laisser faire 2-3 petites bricoles, ou voire même vendre un peu de drogue lui-même, et en échange de quoi il va donner. C'est comme ça que ça se passe. Il y a l'un des plus importants trafiquants de drogue récemment arrêté dans la région lyonnaise. Était quelqu'un qui en fait s'était fait au fur et à mesure en balançant tous ses concurrents à la police. Et, bon, ça c'est. Et je pense que cette histoire-là se répétera et se renouvellera. Nous sommes à Dunkerque, près de la frontière belge, sur l'autoroute A16, avec les motards de la douane volante. Par centaines, des véhicules arrivent de Belgique et de Hollande. Toutes sortes de marchandises illicites traversent le territoire national, dans ce chargement de la drogue, bien évidemment. La mission des motards de la douane, repérer et intercepter les trafics. Sur la route, le flair du douanier n'est vraiment pas une légende. Les motards ont quelques secondes seulement pour sélectionner le véhicule qu'ils prennent en chasse et pour le rattraper. Dans cette voiture, 4 hommes d'une vingtaine d'années. Eh, vous derrière, oh, vos mains. Ouais, non, mais vous attendez les mains, vous touchez à rien, je veux voir vos mains à tous là. Vous avez que ça? Ça, ce sont quelques grammes d'herbe et de résine de cannabis. Il n'y a que le chauffeur qui descend. Allez, venez avec moi, monsieur. Vous allez là-bas, vous. Vous êtes en contrôle pour l'instant. D'accord? D'accord. C'est moi qui décide ce que vous faites.
Très bien, vous passez devant le véhicule. Bon, vous avez autre chose dans la voiture? Vous rigolez quoi? Vous avez vu comment ça sent l'air dans la bagnole? Y'a pas que ça. Faut pas raconter l'histoire. Il y a une fortune là-dedans, il y a combien? 600 euros. Ah, vous savez pas combien il y a? C'est votre argent, vous savez pas combien? Vous posez tout sur le toit. Il y en a dans quel but? Ouais, je peux aller. Encore? Ouais, c'est sûr? Si on fait une visite accord derrière et qu'il y en a encore, ça va mal se passer, monsieur. Allez, maintenant. Doucement, doucement. C'est la procédure, monsieur. C'est comme ça, vous n'avez rien à dire. Là, on est en train de fouiller complètement le véhicule. Bon, il n'y a pas énormément en quantité. Bon, là, apparemment, vu l'argent qu'ils ont sur eux, on a quand même un petit trafic en dessous. Ah bah voilà. Ah, il y en a encore. Non, c'est de la mousse. Ah, si, il y en a encore. Cadeau. C'est quoi? Alors, je vous ai posé la question. On va savoir s'il y en a encore. Ça, c'est une savonnette de résine, carrément. Il y en a encore. Bon, on va retrouver quoi encore? Faut vous mettre à table, là, hein? Qui est-ce qui a mis ça dans la voiture? C'est vous? Ça se passera beaucoup mieux pour vous. Vous avouez, à moitié pardonné la faute. Vous comprenez? Vous me dites et c'est bon. C'est à vous? Voilà, on se comprend. Pour l'instant, les 4 jeunes sont en retenue douanière. D'autres agents viennent prêter main forte aux motards. Qu'est-ce qu'il risque là? On verra déjà selon la quantité, soit ce sera une simple transaction, c'est-à-dire une amende, et puis ils payeront puis ils s'en iront. Soit selon la quantité trouvée, ce sera une remise au service de gendarmerie ou de police. Direction à présent, les locaux de la brigade de surveillance et d'intervention de Dunkerque. Les 4 hommes y sont amenés pour un interrogatoire et pour une visite à corps. Dans la fouille de leurs affaires, les douaniers découvrent de nouveaux produits stupéfiants. Il y a un peu de résine et puis un peu d'herbe de cannabis découvert dans la chaussure. Et l'herbe? J'avais 292 grammes, tu me disais? 292 grammes de résine et 26 grammes d'herbe, Jean. Au final, 350 grammes de drogue sont saisis, valeur 1200 €. Sans être des quantités importantes, c'est des quantités qui dépassent ce qu'on appelle le domaine transactionnel. Donc on ne va pas pouvoir transiger, on ne va pas pouvoir fixer une amende, il va falloir rendre compte au procureur de la République, parce qu'il y a une infraction douanière, mais aussi il y a une infraction de droit commun. Oui, monsieur le procureur, je vous laisse donc ce message pour vous informer d'une constatation et de retenue. Pour la douane, l'affaire est maintenant terminée. Dans la nuit, les 4 jeunes gens seront remis aux policiers. À eux de déterminer s'il s'agit de dealers ou de simples consommateurs. Pour la douane de Dunkerque, ce type de saisie est plutôt banal, mais elle n'est pas dans ses priorités d'action. Sa mission est davantage axée sur les gros trafics. Dernier exemple en date, cette unité a saisi plus de 300 kilos d'héroïne pure dans un poids lourd. Valeur marchande au détail, 15 millions d'euros, la plus grosse en France depuis 1972. Autre lieu privilégié pour les trafiquants, les aéroports. Roissy, 8h30 du matin, ces douaniers en civil appartiennent aux brigades de surveillance, les unités mobiles spécialisées dans la chasse aux trafiquants. Leur cible favorite, les passeurs de drogue qui se mêlent aux passagers. Certains de ces convoyeurs prennent des risques insensés et n'hésitent pas à avaler des boulettes de cocaïne ou d'héroïne. Les douaniers les appellent ici les bouletteux ou les mules. Ces trompes la mort, difficiles à identifier, n'ont pas de profil type. Ce sont des voyageurs ordinaires. Des mères de famille, des personnes âgées, des touristes ou des femmes enceintes. Les douaniers comme Sylvain doivent donc avoir du flair et un sens aigu de l'observation. On cherche les regards, on cherche une attitude qui peut nous faire penser que quelqu'un a quelque chose à se reprocher. Après ça peut être pour 3 casseaux de cigarettes en plus, comme ça peut être pour 2 kilos de cocaïne, donc tout est relatif en fait. Si les grosses quantités de drogue entrent chez nous par container, les passeurs qui ont avalé de la drogue représentent une part importante du trafic. En 2002, les douanes en arrêtaient 109 à l'aéroport de Roissy. Et 2 ans plus tard, leur nombre avoisinait les 150. Lorsque les douaniers tiennent un suspect, ils font un test d'urine réactif aux drogues. Ce test permet de détecter la moindre trace d'héroïne ou de cocaïne dans le corps. Ici, c'est le test de l'autre passager. On voit bien les 2 traits qui indiquent que c'est négatif. Ici, sur ce test, quand même, avec la meilleure volonté du monde, on voit que le trait du dessus. Donc soit il est positif, et soit il est consommateur. Donc là, il faut passer à la radio. C'est le docteur Barguin qui fait passer la plupart des tests de Roissy. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, il vend des pneus. Il vend des pneus? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien.
Même pour un spécialiste, ces clichés ne sont pas très clairs. Il y a quelque chose là. Alors combien vous en avez avalé? Allez, dites-le. 60, 80? Ils sont là, on les voit. Vous nous le dites? On joue franc jeu là, on joue franc jeu. Et on parlera au juge. Oui, et puis on dira. C'est bon? Combien? Combien il y en a? Trop tard, c'est fini maintenant. Combien il y en a? 60. Très bien, joué. Et c'est quoi? C'est de la cocaïne? Ou de l'héroïne? Cocaïne ou héroïne? Ça, vous ne savez pas? Quand est-ce que vous les avez avalés? Pardon? Non mais quand est-ce? Avant-hier? Hier? Hier soir? Non, c'est pas hier soir, c'est hier après-midi. Hier soir. Bah écoutez, voilà. Pour ce passager en provenance du Bénin, le voyage s'achève ici. Dès cet instant, il est mis en retenue douanière pour y être interrogé. Les boulettes sont très hautes là, pourquoi? Parce que les convoyeurs africains n'ont pas encore intégré la notion de préparation qui est tellement plus élaborée chez les Colombiens, les Boliviens et les gens d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que vous dites elles sont hautes, elles sont où? Elles sont encore dans l'estomac. Elles commencent à se répartir dans l'intestin, mais elles ne sont pas descendues. Donc on les voit très bien dans l'estomac et dans le gros intestin, mais elles vont migrer et en fin de journée, elles sont ici. Alors que les Colombiens, le vol est relativement long, ils sont obligés de les avaler voire un jour ou 2 jours avant le départ. Les douaniers procèdent rapidement à l'audition du passeur. Il est encore sous le choc et peut faire des révélations. Ensuite, il sera emmené à l'hôpital par des policiers. Pourquoi vous avez décidé de prolonger le contrôle? Pourquoi? Parce que bon, il y avait certains éléments. Il arrivait de Cotonou, donc c'est un pays où il y a pas mal de drogues qui transitent, aussi bien héroïne que cocaïne. Il se rendait sur l'Italie, qui est un pays de destination privilégiée. Ensuite, le billet d'avion. Il avait été acheté le 16 pour un voyage le 18. Il avait été payé cash, donc on a insisté. En épluchant également ce passeport, on a vu qu'il y a 15 jours, il avait déjà effectué un voyage sur la France. C'est pour la première fois pour moi. C'est pas mon domaine. Et vous avez fait ça pourquoi? On m'avait promis qu'on va me donner de l'argent, c'est pour cela que j'ai fait ça. Et quelle somme? Combien d'argent? On va me donner, moi, 2200 €. Les policiers de l'Octrice, l'office chargé des stupéfiants, ont récupéré le passeur. Tu as fait ça les yeux fermés? Voilà, donc tu t'es renseigné. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des risques? Qui est-ce qui te paye? C'est ça? Là, on l'amène donc déjà à l'Hôtel-Dieu. Le fait qu'il soit porteur de boulettes de stupéfiants ingérés. C'est pour ça que là, on va un peu vite. S'il y a une boulette qui se perfore, c'est l'overdose d'entrée. Le service des urgences de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Paris est toujours sous surveillance. Les passeurs encadrés de policiers en civil doivent y rester le temps d'expulser leurs capsules de drogue, dans des conditions parfois précaires. Donc tu vas avec lui, donc tu lui expliques que pour lui expliquer pour nettoyer les boulettes, etc. Après, parce que c'est lui qui le fait. Cet autre passeur a été lui aussi arrêté à Roissy. Il y a urgence, il n'a pas pu s'empêcher d'évacuer ses premières boulettes à l'aéroport. Christiane, l'inspecteur de police est chargé de sa surveillance, la routine. Alors cet homme-là, il vient de Sao Paulo, il va à Londres. Et il en a ingéré 70, il en a évacué 22 pour le moment. Bah, si vous voulez les voir, c'est pas un souci. Ça, c'est ce qu'il a évacué. Un test a été fait par les douanes, donc c'est certain, c'est de la cocaïne. Généralement, ce qu'ils font avant, c'est qu'ils prennent des médicaments qui empêchent l'évacuation, justement, pour se constiper. Puis quand ils arrivent sur place, ils leur donnent des laxatifs, justement, pour évacuer très rapidement. Donc là, visiblement, il a évacué parce que c'était le moment, quoi. Parce qu'il vient de loin, donc au bout d'un moment, ça veut sortir. Ce qui est normal, c'est un transit normal des intestins, quoi. Il en a évacué. Donc là, quand tu l'as évacué, il les nettoie. Parce que... Ah là, vous pouvez y aller. Ah, super. Il y en a combien d'évacués? Bah, une. Le docteur Kestel voit défiler ici 200 passeurs par an.
Donc en fait, ces capsules vont pas tarder à être expulsées puisque les boulettes arrivent maintenant au niveau du rectum. Est-ce qu'il est en situation de danger? Pas particulièrement, dans la mesure où on sait maintenant que ces emballages sont de bonne qualité, que le risque de rupture est faible, extrêmement rare finalement, et que dans la très grande majorité des cas, l'évacuation se passe sans difficulté ou sans complications particulières. Notre rôle est simplement d'être là et, en cas de complications et de prévenir ces éventuelles complications. Effectivement, elle fait 5 cm de long et elle fait 1,5 cm de diamètre. C'est une taille classique d'un emballage. Le docteur Bécourt, lui, vérifie à chaque fois comment sont protégées les boulettes. 3 couches de film de surgelé, plus une dernière couche de plastique transparent, qui fait quand même plus industriel qu'artisanal. Effectivement, on voit que c'est un emballage qui est quand même conçu pour résister à un trajet et à des pressions. C'est un produit extrêmement compact, extrêmement dur, donc une poudre extrêmement tassée. Hein. Voilà, donc qui pèse en général une douzaine de grammes, dont environ 2 grammes d'emballage. Le passeur est maintenant hospitalisé, le temps d'expulser toute sa drogue. Pour lui, les ennuis commencent. Il sera interrogé ici par les policiers durant sa garde à vue qui peut durer jusqu'à 4 jours. Ensuite, il sera déféré au parquet, jugé, puis condamné à un maximum de 3 ans de prison. La plupart des passeurs viennent d'Amérique latine, mais ne sont pas toujours des Africains ou des Sud-Américains. Il y a aussi des Européens. Des Français qui, pour avoir rêvé d'argent facile, ont eux aussi fini par le payer cher. 3 étrangers arrêtés à l'aéroport de Bogota. Ils voulaient quitter la Colombie avec une grande quantité de drogue dans leur estomac. Pour la police, c'est une saisie exceptionnelle. Le premier étranger capturé est un Italien. Il transportait 117 capsules de cocaïne. L'autre passeur est une Française, Dominique. Elle avait avalé 110 capsules de drogue. Selon le colonel de la police, les 2 mules qui voyageaient vers l'Europe avaient atteint les limites de ce que le corps peut supporter. Juin 2002, Claire est condamnée à 4 ans et demi de détention. Claire a été arrêtée à l'aéroport de Bogota le 26 avril 2002, un aéroport longtemps fréquenté par les trafiquants à destination de l'Europe et des États-Unis. Désormais, la sécurité s'est renforcée et il est moins facile pour eux de passer discrètement la drogue. Mais cela n'empêche pas les 900 tonnes de cocaïne produites chaque année dans le pays de sortir par d'autres moyens. Voilà ce que les policiers ont saisi le jour même. Ils exposent leur butin avec fierté. Ce sont les prises que nous avons effectuées depuis ce matin. Vous voyez ce porte-document? Il est en plastique. Il paraît banal. Il est fait en fait d'héroïne qui a subi un traitement chimique. Ça, c'est la dernière saisie. Les policiers ont perforé cette valise avec un poinçon. Ils ont alors vu sortir une poudre blanche qui s'est avérée être de l'héroïne. Il doit y en avoir au moins pour 2 à 3 kilos. Le passeur, c'est lui. Ces gens sont généralement payés entre 5 et 10 000 $. Tout dépend de la quantité de drogue transportée. Le service radiologique de l'aéroport, beaucoup plus performant que celui de Roissy, est aussi beaucoup plus actif. Ici, on radiographie près de 50 personnes par jour. Du coup, les passeurs choisissent des pays beaucoup moins surveillés comme le Venezuela, la Bolivie ou le Brésil. On s'est rendu compte que les hommes peuvent avaler un plus grand nombre de boulettes que les femmes. Le record est de 198 boulettes, c'était de l'héroïne, et il y en avait à peu près pour 2 kilos. Ici, on peut les voir. Elles sont déjà dans le rectum, prêtes à sortir. Elles ont déjà parcouru tout l'intestin. Il doit y en avoir entre 85 et 90, d'environ 10 grammes chacune. Les mules, elles transportent en moyenne une centaine de boulettes. Claire, elle, en avait ingéré 1,250 kg. Un jour avant, on ne mange pas. On prend simplement une espèce de soupe de poulet, quelque chose de léger, le dernier jour. Et dans la dernière nuit, tu ingurgites la quantité qu'ils veulent. Ces images de trafiquants ont été saisies par la police colombienne lors d'une perquisition. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la tenir. Allez, enfonce-la maintenant, là. Faut bien l'avaler. Allez, allez, pousse. Marche un peu, pour que ça passe. Donc tu les ingurgites, 1, 2, 3, comme tu peux, mais en essayant d'avaler le moins d'eau possible, parce que si tu ajoutes de l'eau, très vite, ça va te donner envie de vomir. Tu l'as avalé?
Vas-y, vas-y, avale-la. T'as pas réussi? Respire un peu. Elle est passée de travers. Détends-toi un peu, relax, relax. Il y a des fois où tu les vomis et où tu es obligé de les reprendre, donc c'est quelque chose de douloureux. Et après, tu t'arrêtes un moment, tu t'arrêtes à peu près 10 minutes, tu marches, et tu recommences 12. Et puis tu t'arrêtes 10 minutes, et tu recommences 12. Et quand tu commences à avoir un petit peu de douleur, là, ils te mettent sous perfusion, et ils te mettent des calmants pour calmer les douleurs, parce que c'est vrai que on dit ça va, 15 ça va, 20 ça va, mais quand ça commence à atteindre les 50, ça commence à te donner des douleurs. Tu descends à l'intérieur? Oui, oui, ici. Fais-les descendre. Détends-toi. Je sens que ça bloque ici. Ah, ça y est, les boulettes, elles prennent leur place un peu. Ok, ça va, c'est bon. Elles sont bien en place. Bon, ça ira maintenant. Et c'est là que tu commences à avoir peur. Ce que je voulais à ce moment-là, c'était partir, mais c'est une chose que je savais ne pas pouvoir faire et ne pas réaliser parce que tu te sens quand même dans une espèce de circuit, donc quand même un petit peu dans une mafia, et c'est plus risqué de faire marche arrière. Il y a quelques semaines, un jeune homme de 17 ans est décédé, l'estomac plein de cachets de cocaïne qu'il avait ingéré. Alors apparemment, ce jeune homme ne fait pas partie du milieu, en tout cas n'était pas connu pour ça. C'est une nouvelle tendance, ça. C'est monsieur et madame tout le monde qui devient passeur. En fait, le problème des trafiquants, c'est de faire entrer la drogue sur le territoire. À partir de là, il faut passer les frontières. Pour passer les frontières, il faut être, si possible, indétectable. Et donc, la tentation d'aller chercher des petits retraités un jour qui ne payent pas de mine et qui ont besoin pour améliorer le quotidien d'un peu de rond, ou d'aller chercher une caissière de supermarché, pourquoi pas, qui a du mal à élever ses enfants avec sa paye, ou d'aller chercher un RMiste ici ou là. La tentation est grande, et je pense que ça ne va cesser de se développer, et on va voir de plus en plus de gens tomber dans le panneau. C'est-à-dire que c'est le mirage, hein, la drogue. C'est quand même la promesse immédiate. On vous dit, pour quelqu'un qui vit du RMI, on vous dit, bon, demain... vous avez 20 000 € sur la table. C'est ça le problème, c'est que la drogue joue de ça. Là. Il y a tellement d'argent en jeu que ça fonctionne vraiment comme un mirage, et que donc un certain nombre de gens, on peut s'attendre à ce qu'un certain nombre de gens tombent dans le panneau. Depuis l'ouverture des frontières dans l'Union européenne, la France ne possède plus que 4 frontières terrestres non communautaires. Les 2 premières sont la Suisse et l'Andorre. Les 2 autres sont à 9000 km de là, entre le Suriname et le Brésil. En Guyane, les prises de drogue sont souvent modestes, mais fréquentes. Ce matin-là, c'est à la poste de Saint-Laurent que Mathieu et Jean-Claude ont axé leurs recherches. Le flair de Nax a permis de sélectionner quelques lettres. A priori, pas d'ambiguïté possible sur leur contenu. Retour au bureau des douanes pour l'ouverture du courrier. La présence du receveur des postes est obligatoire. Les emballages sont bien faits? Oui, c'est sous vide et tout. Franchement, ça prouve que c'est pas le petit dealer du coin qui envoie ça. Les envois du jour ont pour destination les Pays-Bas. Les adresses sont des boîtes postales et les noms des destinataires plutôt fantaisistes. Ils ont envoyé des noms de ministres ou d'anciens ministres. Marie-Jeanne Buffet, voilà, ça c'est. Je pense que c'est pas pour elle. Et ça vient déjà au bleu, cocaïne. Si la Guyane ne produit pas de cocaïne, elle est la zone de transit d'un circuit bien connu des douaniers. Ici, la cocaïne sur le continent américain, elle est produite en Colombie, en Équateur, en Bolivie. Ensuite, ces pays qui sont quand même surveillés, quoi qu'on en dise, notamment par les autorités américaines, ont des plateformes de stockage, notamment au Suriname, pour la partie qui nous intéresse. Et la problématique, c'est comment acheminer cette cocaïne qui est stockée au Suriname vers l'Europe, où il existe un marché de consommation. Donc il y a plusieurs vecteurs qui sont employés. Le premier vecteur, c'est le vecteur aérien. Le deuxième vecteur, c'est le maritime. Et le troisième, c'est le vecteur postal, qui permet régulièrement de faire des constatations qui sont parfois intéressantes. On a eu des colis jusqu'à pratiquement 4 kg de cocaïne. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait être avec les 7 enveloppes entre 700 et 800 grammes. Ça représente quel prix, ça? 75 € le gramme. Chaque année, les douaniers de Saint-Laurent mettent environ la main sur 10 kg de cocaïne quasi pure, cachée dans des plis postaux parfois très originaux.
Des saisies de drogue plus importantes ont lieu à l'aéroport de Cayenne-Rochambeau. C'est la fin de l'après-midi. Les passagers à destination de Paris vont bientôt embarquer. Aujourd'hui, 2 voyageurs sont ciblés, une femme et un homme. La femme est la première à se présenter à l'embarquement. Jean-Michel et Philippe la contrôlent. Cette personne parle le taki-taki. Donc c'est le langage du fleuve, c'est un mélange d'anglais, de créole, de français, d'hollandais et je sais pas quoi encore. Alors ce qui est assez rare, c'est que généralement les gens qui parlent le taki-taki parlent quand même un peu l'anglais et on arrive à se comprendre. Donc là, elle ne parle pas. Est-ce que c'est que vraiment elle ne le comprend pas ou est-ce qu'il y a quelque chose à dissimuler? On va voir. Après la fouille du bagage à main, le contrôle d'urine, ce test dira si la voyageuse a absorbé des produits stupéfiants. Ouais. C'est de qui? Test négatif. Au Tokiwoki, un douanier annonce l'arrivée du 2e passager ciblé à l'embarquement. Oui, attendez. On va passer un petit contrôle, je vous demande de monsieur. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Mais ce passager, plutôt coopératif, échappe finalement au contrôle. Car au même instant, les douaniers découvrent quelque chose de suspect dans la valise de la femme. Une drôle d'odeur, il y a un point normal. Tiens Philippe, viens voir. Là, oula. Les douaniers l'ignorent encore, mais ils viennent de laisser partir le frère de la voyageuse. C'est bon, madame. C'est bon, please. C'est bon. You know what? What is that? Ils emballent ça très sérieusement, et il y a plusieurs pellicules, et vous voyez, là, ils ont mis un produit, je pense que c'est un produit à base de camphre. Le but, c'est de masquer l'odeur pour les chiens. 17h30. On a une belle couleur bleue. Voilà. Cocaïne, madame. Look at me. C'est cocaïne, ok? Là, elle est en train de réaliser que voilà, le voyage s'achève ici. Donc, elle dit rien. Ça, c'est une méthode comme une autre, de défense. Donc, on va lui trouver un interprète. Combien avez-vous été payé pour effectuer le voyage? Ataki omen de mambe pai, faut bien gagner dans l'année. Elle a dit que la drogue, ça appartient à moi. C'est qui l'a acheté? Nayubaen. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Il y a quelqu'un qui m'a aidé pour payer la somme, parce que c'est une somme importante. 11 000 euros, et moi j'ai mis 1 000 euros. Mais je ne peux pas nommer le nom de la personne. Comme la plupart des passeurs pris en flagrant délit, cette femme préfère inventer une histoire pour ne pas donner le nom de son commanditaire. Elle espère ainsi éviter toute représaille à défaut de la prison. Il est 20 h, l'aéroport est désert. Serge est cibleur. C'est lui qui a sélectionné la voyageuse à la valise à double fond. Il s'occupe du 2e passager, celui qui a échappé au contrôle et vole tranquillement vers Paris. On n'a pas contrôlé parce que nous n'étions qu'une seule équipe. Très peu de personnes. Donc je signale ce passager à la cellule de ciblage d'Orly. Pour nous, c'est notre conscience professionnelle parce qu'on laisse partir quelqu'un dont on a des soupçons. Alors on aime bien quand même que le contrôle soit fait. Et le lendemain matin, à l'aéroport d'Orly, le frère de la passagère est contrôlé par les douaniers à l'arrivée du vol de Cayenne. Dans le double fond de sa valise, il trouve 3 kilos de cocaïne. Les législations européennes sur la répression du trafic de drogue ne sont pas encore harmonisées. Chaque pays donne une réponse différente sur le fait, par exemple, de pénaliser plus sévèrement ou dépénaliser la consommation de stupéfiants à titre personnel. Aujourd'hui, c'est en Italie que la loi est la moins rigoureuse, mais c'est aussi là que les mesures médicales sont les plus développées, grâce en particulier au centre de désintoxication. 90 minutes enquête est terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC. À 3 h du matin, la brigade lève le camp. Bon, on lève, hein? On se retrouve au commissariat? Le lendemain matin, l'indicateur anonyme n'abandonne pas la partie, il rappelle le commissariat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous avez appelé pour un renseignement là. Ouais, le partage a été effectué déjà ou pas? Non, pas encore. Il serait parti ça où?
bourg. Vous êtes dans une cabine, non? Je vois le mec qui est dans la cabine pour les 160 kilos la première, on va essayer de voir. Depuis la veille, les hommes des stupes se posent des questions sur ce mystérieux informateur. La cabine d'où sont passés les appels est localisée. 2 policiers, suivis par notre caméraman, partent en trombe pour essayer de le serrer. Maintenant, moi j'ai donné une personne dans le nom que j'aime pas. Ouais, qui s'appelle. Ok. Fait souvent ce genre de retour là, avec des produits? Voilà, un mois et demi tous les 2 mois. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je vous dis, je peux m'assurer moi que tout est chez lui. Et là-bas, vous allez savoir où il est précisément, où il le planque. Ah, il a une petite maison, un petit pavillon, un jardin. Alors, Dominique va essayer de le tenir 5-10 minutes pour puisse arriver. Et vous savez quelle cabine c'est? Oui, on sait quelle cabine, c'est la même cabine que la dernière fois. Bon, nous, c'est ce que je vous propose, je vous donne le renseignement avant que je décolle, pour la route, et une fois qu'on est arrivé, je vous appelle. C'est bon. Elle doit être en face là-bas. Ouais. Il y a un mec dans la cabine en face. On pourrait se voir? Non? Est-ce qu'on peut... Ah merde, ça a coupé. Il a dû voir une voiture qui arrivait à fond, quoi. Donc ça a dû un petit peu tarabuster et je pense qu'il a coupé pour ça. La drogue serait bel et bien arrivée. Le correspondant donne le lieu et l'heure du partage. Les stupes vont repartir en planque en espérant que l'individu rappelle. On va aller faire un petit repérage de... Par contre, si le mec il rappelle, je peux dire qu'il t'appelle toi. Qu'est-ce que tu veux que j'essaye de... Essayer de le rassurer surtout parce que les tuyaux ils sont bons. Hein. Le tout c'est de... Comment t'en es sûr maintenant? On est persuadé? Enfin, ouais, à mon avis oui. Mais bon, après, pourquoi il me dirait ça sinon? La guerre contre la drogue se joue au quotidien partout en France. Direction Valence, ce jour-là, le commissariat reçoit un appel anonyme des plus surprenants. Un informateur prévient la police que des trafiquants vont passer le soir même avec près de 160 kilos de cannabis. Oui, bonjour. C'est un renseignement d'un chargement qui arrive d'Espagne là. Bah là vous êtes sur police secours, monsieur, c'est une ligne d'urgence, c'est pas pour les renseignements. 160 kilos de shit pour vous, c'est pas urgent. Attendez, vous ne quittez pas, hein. Je vais chercher quelqu'un qui s'occupe des stupes. Le commissaire Mermet écoute dans les moindres détails les informations données par la voix anonyme. La voiture c'est quoi? Des voitures volées, donc on dit à 4. Une Audi A4 volée? Tu rouvres ouais. Mais 4 avec quelle couleur? Noir. Et c'est où dans la voiture? C'est où c'est? Pas encore. D'accord, tout simplement. Ouais. Bon, maintenant, il faut voir la véracité de ses propos, hein, mais ça vaut le coup quand même de mettre en place un dispositif, parce qu'on ne peut pas laisser passer 160 kilos de résine de cannabis qui remonterait d'Espagne sur Valence. À la tombée de la nuit, la planque s'organise. Une vingtaine de policiers se déploient discrètement à la sortie de l'autoroute A6. Difficulté de l'opération, l'autoroute A6 a 2 sorties et personne ne sait où les trafiquants comptent passer la marchandise. Des policiers se cachent dans des cabines de péage. D'autres attendent en voiture pour prendre les dealers en filature. Seule indication, une Citroën C5 ouvre la route au convoi de la drogue. Et là, quand on va voir passer la voiture, dedans, il y aura du produit normalement. Très gentiment. Oui. Après, est-ce que ça se fera ce soir? Demain? Pour l'instant, on ne sait pas. Planquée dans un talus avec l'un de ses hommes, la jeune commissaire aperçoit une voiture de type Citroën. Elle prévient tout le monde. Murex 2 de Murex 42. Vous avez vu le C5 là? Alternatif, encore un couple d'une 50 d'années. Ok, bien reçu. Les policiers attendent une bonne partie de la nuit, mais rien ne se passe. Faux tuyaux ou manœuvre de diversion pour les trafiquants. Dans une camionnette banalisée, 4 policiers surveillent le domicile du présumé trafiquant. Pas évident de passer inaperçu, même dissimulé derrière des vitres miroirs. Par contre, on peut se mettre la poubelle. Je voudrais que tu me mettes dans la poubelle. Comme Thierry Lhermitte dans les rimes pour 2. Si quelqu'un passe poubelle, tu restes dans le camion. Au même moment, l'informateur anonyme rappelle le commissariat. Et où? Il est où? Il a raccroché, il a pas pu voter. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein, donc tu peux le... Ouais, sur le 17 là. Alors il m'a dit qu'il s'était au box à 11h. C'est enregistré là? Oui, il est en train de faire le partage. Qui est monté donc à 2 voitures sur Cré, sur le quartier Sainte-Anne. Donc c'est un petit lotissement. Et il y aura une Peugeot 405 et une Clio rouge. Il n'a pas les plaques d'immatriculation. D'accord. Bonjour. Tu veux dans le portable des stupes? Ouais, donc le gars vient de rappeler. Je suis descendu, mais il n'avait pas le temps, il a raccroché. Par contre, je suis en train d'écouter là en parallèle, hein, c'est important. Le partage aurait été fait et il se dirige sur Cré avec une 405 et une Clio rouge. Qui arrive, ok.
Voilà, une 405 un Clio rouge. Ok, merci. Le commissaire Mermet et des policiers supplémentaires partent en renfort. Un seul objectif désormais, interpeller les passeurs et leurs marchandises. Ça sera l'échange entre 40 et 60 kilos. Donc ils auraient 2 véhicules. Une rouge et une 306. Au téléphone, l'indicateur décrit les voitures des dealers. Il précise également le nom du pilote d'une 306 grise. À ce moment-là, il arrive une chose incroyable. Une voiture les dépasse, c'est une 306 grise conduite par un homme. Clémence Mermet demande l'identification de son propriétaire. Oui, c'est Clémence Mermet. Ouais, vous pouvez m'identifier une voiture, 85, whisky 26. La jeune femme n'en revient pas. Merci. Ouais, merci. Putain, c'est énorme ton truc derrière lui. J'espère qu'il n'a pas vu mon gilet. On sait que lui, c'était a priori le conducteur de l'Audi A4 break noir, voilà, qui revenait d'Espagne. Allô? Allô? Oui, Clémence Mermet là. On était derrière Alden, il est sur une route qui longe la Drôme, et nous, on le suit un peu, on le filoche de loin. D'accord, à tout à l'heure. Il est où? Ils sont filoche derrière. Patrick a raison, l'homme se méfie. Il multiplie, comme on dit, les coups de sécurité. D'ailleurs, il fait brusquement demi-tour. On est grillé, vous avez vu? J'ai fait des coups de sécurité. Faut peut-être qu'on se plante quelque part et qu'on arrête de bouger là, parce que si on fasse 15 fois, on va... Allô? Ouais, c'est Clémence là. Il est en train de faire plein de coups de sécurité là. Il tourne de partout, donc nous on se planque, on arrête et pour pas qu'il nous repère. Donc manifestement, je pense que l'autre voiture va pas tarder à arriver. Il est en train de filocher, il a compris. Il va avoir le tour. Il fait des tours. Ouais, je pense. Il fait des coups de sécurité. Il faut pas qu'il reste. Hey. Même la position du sous-marin est devenue périlleuse. Dominique trouve un autre point de surveillance. Un verger donne justement sur la maison de l'homme qu'ils attendent. C'est pas mal. Ils sont bien installés et pourtant leur journée tourne court. Leur chef les appelle pour leur donner une nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue dans leur vie de policier. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est constitué prisonnier comment? C'est quoi cette connerie? Ouais, ok. C'est Patrick qui vient de m'appeler. Alors je sais pas si c'est une connerie, mais c'est une grosse connerie. Vas-y, c'est constitué prisonnier. Ton père de Claude Bruni. On se rejoint à la moto. Ah si c'est ça, j'y comprends plus rien. Merde. Eh ben, Elle vient de m'appeler, elle dit le gars était devant le commissariat, il est venu me chercher. Je parlais à quelqu'un des stupes avec là de l'entendre. Je dis où c'est vidéo gag ou... Ce n'est pas une caméra cachée. Se sentant surveillé, l'individu s'est présenté au commissariat de Valence. Il a même insisté pour être interpellé et menotté dans la rue. Les policiers s'interrogent sur ce comportement étrange. Ce matin, il a remarqué la voiture, la 307. Enfin, il sait qu'on est sur son cul, quoi. Moralité, il s'est livré parce qu'il veut pas... Il s'est livré. Alors, il est prêt à balancer des trucs. En contrepartie, il veut savoir qui le balance. D'accord. Alors, il va falloir discuter, les gars. Mais bon, il est à la maison. Bonjour. Bon, on va discuter un peu. Tu connais pas un peu des mecs de Valence qui seraient un peu dans le trafico? De quoi tu peux nous parler un peu? Je vais vous dire, lui, son frère, tu lui donnes son grand frère. De l'héros, lui? Ouais, lui, il fait que de l'héros. Rarement, il va faire du shit. Ça, c'est un rebondissement parce qu'en fait, on retombe sur des renseignements qu'on avait dans le cadre de notre CA. Donc, enfin, ça confirme des éléments qu'on a vus. Notamment, par ce biais-là, on identifie un mec qui est en relation avec un des cas qu'on a sous surveillance. Les noms cités par leur interlocuteur sont bien connus des stupes. Ils apparaissent en effet dans un énorme dossier en cours. Grande interrogation des policiers. Et si le jeune homme s'était rendu pour tenter de savoir où en est l'enquête de la police dans ce dossier-là? Il ne faut pas qu'il sente qu'on est intéressé par ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est en train de rentrer en plein mille dans le dossier qui est en cours. Et ce mec-là, il n'est pas là par hasard. C'est obligé. Bon, écoute, on se tient au courant? Ça marche? Ça te va? Ok? Faute de trafiquants et de cannabis, on n'entendra plus jamais parler de ce client-là. Les policiers ne veulent pas mettre en danger l'opération en cours, bien plus importante que ces 160 kilos de shit. Retour à Montpellier. Les affaires de stupéfiants demandent des semaines, voire des mois d'enquête pour remonter à la tête d'un trafic. Et les écoutes téléphoniques sont indispensables. Des heures de bande à décrypter chaque jour, des conversations souvent anodines, sauf pour les policiers. Il y a quelque chose qui m'interpelle là. Parce que le thé, le café, souvent le thé, c'est de l'herbe. Hein.